Bonjour. Comme dernière séance de cours, on va présenter une application telle qu'on l'a fait la dernière fois. C'était une application du paiement électronique. Cette application, ça concerne le vote électronique. Il y a des différences, je dirais, concernant l'application elle-même parce que chaque application a des exigences particulières. Et donc ici, nous allons voir le vote électronique avec ses exigences et comment on arrive à réaliser, je dirais, cette application en tenant compte des exigences de l'application. Alors, le vote électronique, c'est une application, je dirais, qui est directement liée à la vie réelle des citoyens au niveau des différents pays. Quel est l'objectif de cette application qui est le vote électronique? Donc, ça permettra d'avoir effectivement euh, ce qu'on appelle la démocratie directe, c'est-à-dire que il n'y a aucun intermédiaire entre le citoyen qui est le votant par rapport à cette opération de vote. Pourquoi? Parce qu'en général, dans les applications classiques, vous avez toujours des intermédiaires qui sont les organisateurs de l'opération de vote. Et donc ici, les choses vont se passer d'une manière transparente, directe, entre le citoyen et le système de vote direct. Et donc, ce qui permettra de mettre en application de ce qu'on appelle une démocratie directe, c'est-à-dire que les gens vont s'exprimer d'une manière directe à travers les moyens de communication. De la même manière aussi, au vu de la modernité et de la technologie, donc de plus en plus les moyens de technologie qui existent, parmi ces moyens technologiques, vous avez les moyens de technologie de communication qui existent, et cela voudra dire que le vote ne serait plus un service classique où les gens se déplaçaient vers le bureau de vote, aller chercher le numéro du bureau de vote pour pouvoir y aller pour voter, etc. Donc tous ces éléments-là vont disparaître. Donc ça va être un service qui est adapté à la vie moderne. Donc moralité, ça veut dire à partir de chez vous ou là où vous vous trouvez, vous pouvez toujours voter. Pourquoi? Parce que le vote est électronique et donc vous pouvez voter dans n'importe quel endroit. Parmi les choses qui vont disparaître à travers ça, c'est pour dire à un moment donné, si quelqu'un était en déplacement pour une raison ou une autre, rappelez-vous, il ne pouvait pas voter. Pourquoi? Parce que son bureau de vote est fixé au départ à un endroit bien précis. Donc, si vous n'allez pas au bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit, automatiquement, vous n'avez pas cette possibilité de voter. Par contre, avec le vote électronique, vous pouvez vous trouver dans n'importe quel endroit du territoire, vous pouvez toujours voter. Même parfois, dans des cas précis, vous pouvez vous trouver à l'extérieur du territoire, mais là, avec des conditions un peu particulières. Pourquoi? Parce que, en général, les gens qui votent, c'est les gens, les citoyens du pays. Et pour éviter qu'il y ait des attaques qui viennent de l'extérieur, on limite le vote pour les gens qui se trouvent à l'extérieur du territoire. Et donc, ici, ça permettra effectivement de réaliser un nouveau service adapté à la vie moderne du citoyen grâce à ce vote, je dirais, électronique. Et ça peut avoir un impact, je dirais, direct où les gens, dans plusieurs pays, vous avez euh, ce phénomène qu'on appelle l'abstention au niveau du vote. Automatiquement, là, l'opération de vote devient très simple, très facile, et donc les gens qui ne voulaient pas se déplacer, ils ne voulaient pas se montrer, etc., ils peuvent toujours voter. C'est juste le lancement d'une application avec des clics, automatiquement, vous avez l'opération de vote qui est réalisée. Et donc, ça permettra effectivement d'avoir un meilleur taux, je dirais, de vote. Ça permet aussi de réduire les coûts de l'opération.
Pourquoi? Parce que les coûts de l'opération, en général, pour organiser un vote, vous devez mobiliser, je dirais, une quantité énorme de moyens matériels et de moyens humains. Ça veut dire que vous devez mobiliser des personnes pour surveiller les bureaux de vote, pour déplacer les feuilles de vote, pour automatiquement informer les gens, orienter les gens, etc. Donc, toutes ces ressources qui sont humaines et matérielles sont mobilisées pour l'opération de vote. Et toute cette mobilisation, elle a un coût financier. Ça veut dire que l'opération de vote devient de plus en plus coûteuse. Et bien entendu, vous avez aussi un autre phénomène qui est intéressant au niveau du vote. Vous avez cette crédibilité du vote qui devient plus intéressante. Pourquoi? Parce que dans certains types de vote électronique, le citoyen peut même vérifier que son vote a été pris en considération, c'est-à-dire à la fin du parcours, il peut toujours avoir un mécanisme qui permet de voir que sa voix, elle a été bien comptabilisée et comptabilisée selon son choix qui a été fait. Ça, ce qui est important, ce qui donne de la crédibilité au vote. Deuxième aspect aussi qui donne de la crédibilité au vote, le vote électronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'opération se termine, on n'est pas obligé d'attendre longtemps pour avoir les résultats. Les résultats sont quasiment instantanés. Dans des pays de grandeur de population qui dépassent les 100 millions, prenez à l'image du Brésil par exemple, qui peut organiser ce genre de vote et le vote quand il se termine à 19h, ben à 20h vous avez les résultats à l'échelle nationale. Et donc là, ça vous donne effectivement plus de crédibilité. Pourquoi? Parce que les gens n'attendent pas longtemps. Et souvent, dans beaucoup de pays, là où il y a beaucoup d'attentes, on vous dit que, ouais, on est en train d'attendre parce qu'on est en train de manipuler les votes, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à donner les résultats, etc. Donc, on prend toute la latence pour pouvoir triturer un peu les voix pour donner le résultat final. Alors qu'en numérique, vous avez des résultats qui sont quasiment instantanés. En général, quand le vote se termine, souvent on ne dépasse pas 1 heure pour donner, c'est-à-dire qu'il suffit de rassembler l'ensemble des résultats à travers les différents serveurs et faire les calculs de moyenne et de classement, etc., pour pouvoir les communiquer aux citoyens et aux différentes instances. Alors, quelles sont les exigences de ce vote? Donc, quand on met en place un vote, ben, on est obligé de mettre des exigences de l'application pour pouvoir dire par la suite que cette application de vote, elle est correcte et elle permet bien de refléter, je dirais, les différentes étapes nécessaires à un vote. La première des choses, c'est quoi? C'est que il n'est pas possible d'altérer un vote valide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un a voté, vous ne pouvez pas changer sa voix au niveau du tout le processus de vote électronique. La deuxième possibilité, c'est quelqu'un qui a voté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas par la suite l'ignorer pour ne pas compter sa voix. Et donc automatiquement, dans ce système de vote, on doit prendre en charge tous les voix qui ont été exprimées. De la même manière aussi, quand un vote il est invalide, automatiquement, on ne peut pas le compter à l'intérieur. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en charge. Alors, deuxième, je dirais, catégorie, c'est dans un système de vote, vous savez qu'il y a des gens qui ont le droit de voter. Ce ne sont pas tous les citoyens qui ont le droit de voter. Ça, c'est connu dans tous les pays. Vous prenez tous les citoyens qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité, parce que dans chaque pays, vous avez ce qu'on appelle un âge de majorité qui est fixé à 18 ans, 19 ans, donc tout dépend des pays, chacun. C'est la réglementation interne au niveau des pays. Donc, si vous avez atteint l'âge majeur, vous avez le droit de voter. Donc, si vous n'avez pas atteint cet âge je dirais, cet âge de majorité, vous ne pouvez pas voter. Au même titre aussi que des personnes
qui ont atteint l'âge de majorité, mais ils perdent le droit de vote. Ça, c'est dû en général à des histoires de justice. Donc, quelqu'un qui est condamné, etc. Donc, automatiquement, il perd son droit de vote pendant sa condamnation. Alors, deuxième élément, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est autorisé à voter, ben, tout simplement, il ne peut voter qu'une seule fois. Il ne peut pas voter plusieurs fois, parce que s'il vote plusieurs fois, ça va fausser, je dirais, les résultats du vote. Donc, automatiquement, on doit avoir, je dirais, cette possibilité de vote, mais une seule fois maximum. Ensuite, la personne qui a voté, il faudrait garder ou préserver le vote qui soit discret. Ça veut dire que quand vous allez voter, il ne faudrait pas que même l'autorité qui contrôle le vote n'a pas le droit ou n'a pas la possibilité aussi de faire le lien entre le vote et la personne qui a voté. Donc là, pourquoi? Parce que le vote, on dit que le vote, en général, il est secret. Donc personne ne doit prendre connaissance du contenu de vote. Alors, de la même manière, le votant, il ne pourra pas prouver par la suite la manière avec laquelle il a voté. Donc pourquoi? Pour garder toujours la discrétion. Et bien entendu, tous les votes, ils doivent rester secrets jusqu'à la phase finale. La phase finale, c'est quoi? C'est la phase où on doit découvrir l'ensemble des votes, c'est-à-dire des voix telles qu'elles ont été exprimées par les votants. Alors, de la même manière, on peut aussi dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les votants, ils ont la possibilité de vérifier que leur voix a été prise en charge, c'est-à-dire qu'au niveau du décompte final, on peut toujours vérifier que la voix a été prise en charge. Et donc là, vous voyez que c'est un peu l'ensemble des exigences d'un vote. Pourquoi? Parce que l'opération est vraiment sensible. Et c'est pour cette raison que vous savez qu'il y a beaucoup d'exigences qui doivent être prises en charge dans une opération de vote. Alors, de la même manière aussi, on ne peut pas, ça veut dire à un moment donné, en niveau d'une opération de vote, on ne peut pas insérer, par exemple, des voix supplémentaires à l'intérieur ou empêcher quelqu'un de voter. Donc là, il faudrait que le système veille à la mise en place de son système pour qu'il soit accessible par tous les citoyens et de la même manière pour éviter que des usurpateurs puissent introduire des votes qui ne sont pas légitimes. Donc, de la même manière, on doit mettre en place notre système. Il faudrait que le système soit disponible pendant toute l'opération de vote. C'est l'objectif de disponibilité. Et que chacun puisse accéder à ce système. Et bien entendu, avoir aussi dans le système de vote, il faut avoir, ça c'est quelque chose qui est connu particulièrement dans les systèmes informatiques, ce qu'on appelle la tolérance aux fautes. Ça veut dire qu'à un moment donné, imaginez que vous êtes en train de voter et que vous avez une rupture de votre liaison Internet. Ça veut dire que vous êtes au milieu de votre opération et ensuite la liaison qui est coupée, ensuite vous allez vous reconnecter, etc. Et donc le système doit offrir cette possibilité de ce qu'on appelle de reprise de procédure pour avoir une opération de vote correcte. Alors, pour mettre en œuvre ce système de vote, bien entendu, il y a eu des méthodes qui ont été développées pour pouvoir aboutir au vote d'une manière, je dirais, qui répond aux exigences du vote. La première opération, c'est on a introduit un nouveau concept qu'on appelle la signature en aveugle. Donc, la signature en aveugle, c'est quoi? C'est vous demandez à signer un message, mais
sans prendre connaissance du message. Donc, ce qu'on a vu dans le cours, on a vu la signature de message, c'est-à-dire qu'on connaît le message et ensuite on applique la signature dessus. Là, on a introduit quelque chose qui est un peu particulier. Pourquoi? Parce que là, quand vous allez voter, dans l'opération, je dirais, classique, quand vous allez voter, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les feuilles de vote, vous prenez une enveloppe, donc vous choisissez votre réponse, vous la mettez dans l'enveloppe, vous fermez l'enveloppe, et ensuite vous allez la mettre dans l'urne. Et bien entendu, votre vote a été validé. Alors dans le système électronique, il faudrait trouver un mécanisme qui essaye, je dirais, de mettre en œuvre un peu cette opération, c'est-à-dire que vous choisissez votre vote, mais en général, celui qui se trouve devant l'urne de vote, vous ne lui montrez jamais quel est votre vote. Donc, votre vote, il est à l'intérieur de l'enveloppe. C'est-à-dire que celui qui gère l'urne de vote, il ne peut jamais savoir quel est le contenu de votre vote. Donc, ça va être la même chose au niveau électronique. Donc, vous allez voter, mais là, quand vous allez voter, il ne faudrait pas que celui qui gère le vote, c'est-à-dire le serveur qui est en question, qui prend en charge ce vote, il ne faudrait pas qu'il prenne connaissance du contenu du vote. Alors, pour le faire, on va essayer de faire un peu la même chose que dans le modèle réel, qui est celui de mettre quelque chose dans l'enveloppe. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez demander à quelqu'un de, je dirais, signer l'enveloppe. Donc, l'idée, c'est quoi? Imaginez que vous avez une enveloppe qui est avec un papier particulier, c'est-à-dire un papier carbone. Mettez une feuille à l'intérieur de l'enveloppe, qui est votre message, et demandez à quelqu'un de signer l'enveloppe. Donc, s'il va signer l'enveloppe, automatiquement, comme l'enveloppe est du papier carbone, ça veut dire qu'automatiquement, ce qu'il y a, la signature, elle va sortir sur le papier qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe. C'est un peu cette philosophie, cette idée qui est là, qui consiste à avoir ce qu'on appelle la signature en enveloppe. Ça veut dire d'une manière implicite, j'ai signé l'enveloppe, mais de la même manière, j'ai signé le message qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Et donc, automatiquement, ça me permet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a signé, il a signé le message sans prendre connaissance du contenu du message. Et donc, automatiquement, ça nous permettra d'avoir cette signature en aveugle. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, dans le mécanisme de vote électronique, on va signer le message, ou à vrai dire le vote, sans prendre connaissance du contenu du vote. C'est un peu ça l'esprit qui se cache derrière. Alors, d'une manière pratique, comment on le fait? On connaît la signature RSA. Donc, vous connaissez la signature RSA. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous avez un message donné. Tout simplement, le message, vous n'allez pas le donner directement pour signature. Vous allez brouiller ce message. Comment brouiller ce message? Tout simplement, il suffit de prendre votre message et faire une opération de produit avec un autre message. Donc, automatiquement, vous allez voir que le résultat, ce n'est pas votre message. C'est quelque chose qui est complètement brouillé. Alors, comment que c'est fait? C'est on choisit un aléa R avec la condition qui est là. Le PGCD de R et de N est égal à 1. Donc, vous comprenez automatiquement pourquoi on a choisi ça. C'est pour parler d'inverse de R, parce qu'on sait que quand le PGCD est égal à 1, ça veut dire qu'il est inversible. Donc, l'idée, c'est quoi? Quand on envoie un message, je ne vais pas envoyer le message M, mais je vais envoyer le message brouillé. Le message brouillé, c'est quoi? Il suffit de prendre R à la puissance E. Et donc là, ça, c'est la clé E, c'est la clé publique de celui qui va signer. Et donc, je vais lui envoyer ça, le B, vers celui qui va signer. Automatiquement, celui qui va signer, il va faire quoi? Donc, je vais avoir la signature, c'est quoi? C'est B à la puissance D. D qui est la clé secrète de celui qui va signer. Donc, si vous allez remplacer la valeur ici, regardez ce qui se passe.
Donc, c'est R à la puissance E fois D, ensuite fois M à la puissance D. Et donc, ici, on obtient R fois M à la puissance D modulo N. Donc, celui qui a demandé la signature, donc le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tout simplement, il va obtenir la signature du message, de son message commun, comme suite. Donc, R fois M à la puissance D, donc c'est ce qu'il a envoyé comme signature. Et il suffit d'éliminer le R. Comment il élimine le R? Grâce à l'inverse. Rappelez-vous, ici, on avait dit que R, il était premier avec N. Donc, son inverse existe. Je peux faire cette opération. Donc, ça, ce qui permet d'éliminer. Donc, je vais avoir M à la puissance D. Ça veut dire tout simplement, j'ai eu la signature de mon message M. Et donc, c'est cette technique qui est utilisée pour signer les messages qui sont autres que le vote d'un individu. Donc, lui, ce qu'il fournit, il ne fournit pas son vote, mais il fournit son vote brouillé. Il obtient la signature et ensuite, à partir de là, il peut l'utiliser pour la validation de ce vote par la suite. Alors, de la même manière, ce qu'on peut utiliser, on peut l'associer, la signature aveugle, avec, je dirais, les fonctions de hachage. Donc, les fonctions de hachage, elles sont, je dirais, intéressantes dans un sens. Donc, si Alice, elle fait un choix qu'elle veut garder secret. Donc, et de la même manière, ce choix, quand il est mis, c'est comme un engagement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le tirer par la suite. Ça, c'est un peu la même histoire que le vote. Quand tu as voté, tu ne pourras pas changer ton vote parce que tu l'as mis déjà dans l'urne et donc tu ne pourras plus te rétracter. C'est un peu la même chose qui doit se passer dans le système électronique. Quand on engage un vote, on ne peut pas le changer par la suite. Il faut garder, je dirais, le même vote. Alors, Bob, il faudrait qu'il vérifie ce choix et cet engagement qui n'a pas été changé. Donc l'idée qui est connue, c'est d'utiliser cette technique qu'on a déjà vue dans un des exercices, je dirais, de gestion de clés. Donc Alice, elle enferme le message de son choix dans un coffre qui nécessite deux clés. Donc Alice, elle conserve la première clé et donne la seconde à Bob. Et donc, automatiquement, ça veut dire que ce coffre, il ne pourra jamais être ouvert si Alice et Bob ne se mettent pas d'accord pour ouvrir ce coffre. Et donc là, ce qui permet de garder intact. Et donc, Bob, même quand il veut ouvrir ce coffre, il va voir que l'information est toujours verrouillée par la clé de Alice, donc ce qui engage Alice. Et donc, il sait que son choix n'a pas été changé. Donc, c'est un peu l'esprit qui a été mis aussi dans le système de vote électronique. Donc, on a ces deux possibilités. Donc, la première, c'est d'utiliser une signature en aveugle. La deuxième, c'est d'utiliser les fonctions de hachage, donc qui permettent de préserver les votes. Donc, voici ce qui est mis. Alors, en général, vous avez, si Alice génère deux chaînes aléatoires, R1, R2, et donc, elle va les mettre dans une fonction de hachage, ainsi que le message M, par exemple. Et donc, automatiquement, elle envoie le tout à Bob avec uniquement, disons, la clé R1. Donc, elle va lui donner R1, qui est en clair, et le tout, il est mis dans un haché. Donc, automatiquement, C, par exemple, qui est le résultat de ça, Bob ne pourrait jamais, je dirais, calculer cette valeur. Pourquoi? Parce que si il connaît M et il connaît R1, comme R2, il ne le connaît pas, donc il ne pourrait jamais calculer cette valeur. Donc ça, c'est ce qui permet de protéger un peu le vote quand Alice va garder R2 comme étant secret. Donc automatiquement, on ne pourra pas réaliser cette opération. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer un peu l'esprit de l'opération de vote qu'on va montrer par la suite. Alors, là, pour réaliser le vote, donc on utilise des valeurs aléatoires qui sont utilisées dans le système de vote.
Donc là, il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est une des possibilités qui existent pour mettre en œuvre une opération de vote. Ça veut dire tout simplement, c'est quoi? C'est que les votants qui ont le droit au vote, automatiquement, dès qu'il y a l'opération de vote, chaque individu reçoit les trois, je dirais, numéros qui sont générés d'une manière aléatoire. Et donc, automatiquement, il va avoir le SECT 1, SECT 2 et SECT 3. Donc, en général, il y a une liaison entre le SECT 1 et le SECT 2. Par contre, le SECT 3, il n'y a pas de liaison avec les précédents. Et ça, ce sont les éléments qui permettent à quelqu'un de pouvoir voter. Alors, on va voir, ça veut dire que là, c'est un peu le bulletin de vote qui permet au système de générer automatiquement à chaque individu qui a le droit au vote, de lui générer ces valeurs aléatoires. Donc, ce qu'on peut appeler communément, c'est token voting. Ce sont des jetons de vote qui participent au vote. Et chaque individu possède 3 jetons qu'il peut utiliser au niveau de, on va dire qu'il doit utiliser exactement dans l'opération de vote. Donc ça, on a vu les différents éléments. Donc, vous avez la signature en aveugle, vous avez les fonctions de hachage qu'on utilise à l'intérieur, et vous avez aussi un autre élément qui est utilisé. Donc, c'est ce qui est décrit ici à travers cette figure. Donc, dans cette figure ici, on utilise un nouveau concept qu'on appelle les mixnets. Les mixnets, donc comme leur nom l'indique, donc c'est des serveurs qui permettent de faire un mélange, à vrai dire. Alors, ce mélange, il est fait pourquoi? Ben, il est fait dans l'esprit que, rappelez-vous, on avait dit que dans le vote, il faudrait qu'il y ait une certaine intimité et un certain secret. Ça veut dire que si quelqu'un a voté, il ne faudrait pas faire le lien entre celui qui a voté, donc le résultat du vote, et celui qui a voté. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à faire le lien, le vote n'est plus secret. Et vous savez que une des facilités qui existent dans le réseau, c'est que vous pouvez faire le vote, c'est quoi? C'est une information et un message qui est transmis, à vrai dire, du votant vers le serveur final qui permet de décompter les votes par la suite. Donc, si vous arrivez à faire la traçabilité du message, de la destination jusqu'à la source, ça veut dire que vous pouvez découvrir tous les gens qui ont voté et savoir quel est le vote de chacun. Alors, dans le système de vote, on était obligé de mettre en œuvre un élément supplémentaire qui est, c'est la même chose tout à l'heure, quand on valide un vote, on utilise la signature en aveugle. Là aussi, on veut éviter cette traçabilité. Et on introduit ce qu'on appelle les mixnets. Les mixnets, c'est un moyen qui permet justement de réaliser cette coupure de traçabilité. Et donc, les messages, quand ils arrivent, donc vous voyez ici les messages quand ils arrivent. Donc là, on a le mixnet qui est, à vrai dire, un réseau de serveurs. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est au départ, quand on chiffre, on va chiffrer avec les 3 clés publiques. Un message, quand on va le chiffrer avec les clés publiques, les 3 clés publiques de, je dirais, les 3 clés publiques des différents serveurs. Donc, comme vous le voyez ici, regardez, donc si c'est fait dans le schéma, si vous prenez M1, regardez, ce qu'il a, il est, à vrai dire, enveloppé dans 3 enveloppes. L'enveloppe bleue, l'enveloppe rouge et l'enveloppe jaune. Donc, ce que vous regardez ici, c'est ils vont passer, donc les couleurs sont liées à ces serveurs-là. Regardez, ce serveur, on a mis ici la couleur jaune. C'est-à-dire que lui, il va s'intéresser à cette enveloppe jaune. Celui-là, c'est le rouge. Donc, il s'intéresse à cette enveloppe rouge. Et celui-là, c'est le bleu qui va s'intéresser à cette enveloppe bleue.
Et donc, dans ce système, ce qui est fait, c'est que quand on envoie les messages, on va les chiffrer avec les trois clés publiques, donc d'une manière composée. Donc, on ne peut pas chiffrer directement, on va dire, on va chiffrer opération par opération. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle une composition de chiffrement. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va faire les opérations de déchiffrement. Ça veut dire que chacun va déchiffrer. Alors, cette possibilité, elle existe. Pourquoi? Rappelez-vous, dans les propriétés des chiffrements, on avait montré que là, il y avait cette propriété qu'on appelle la propriété homomorphique des chiffrements. On l'a vu à travers RSA et on l'a vu aussi à travers LGML. Et donc, grâce à cette propriété qui est la propriété de chiffrement homomorphique, on peut par la suite réaliser ces différentes opérations. Et donc, au passage par le premier serveur, donc le premier serveur, regardez ce qu'il va faire, eh bien, il va enlever cette enveloppe jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va déchiffrer par sa clé. Donc, qui se trouve à ce niveau-là. Donc, puisque ça a été chiffré par sa clé publique, il peut déchiffrer grâce à sa clé privée. Et donc, il va déchiffrer concernant, s'il a reçu ces trois messages-là chiffrés, il va déchiffrer, ça veut dire qu'il va leur enlever cette enveloppe jaune. Et regardez ce qu'il fait, à vrai dire. Il déchiffre et permute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va déchiffrer le message et il va faire une permutation des résultats qu'il obtient. Donc, regardez, l'enveloppe qui était là, elle se trouve en première position. Celle qui se trouve ici, elle est là. Celle-là, elle se trouve ici. Et ça va être de la même manière. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever l'enveloppe rouge et il va permuter. De la même manière, on obtient ceci-là. Et le dernier, il va enlever la dernière enveloppe qui reste. Et donc, on obtient les messages clairs. Ça veut dire que les messages qui ont été chiffrés au préalable, donc grâce aux différentes clés des différents serveurs, ces serveurs qui constituent ce qu'on appelle le mixnet, et automatiquement, on obtient les messages automatiquement qui proviennent de ce système. Et donc, vous regardez ici que l'origine du message 1.1, on va dire, c'est cette origine qui se trouve ici. Et là, ce qu'on a fait, on a fait une rupture, à vrai dire, des différents. On a fait une rupture des différents traces concernant le message. Donc, à partir de 1.1 ici, vous ne pouvez pas dire quel est le message original qui se trouve ici en entrée, qui a permis d'obtenir 1.1. Vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une opération de déchiffrement, il y a eu une opération de permutation. Et donc ça, c'est ce qui permet de couper la traçabilité. Et donc, sur je dirais, l'opération de vote, ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui nous permet de couper cette trace pour éviter que les gens qui gèrent le vote ne puissent retrouver la trace d'un vote avec la personne qui a voté au préalable. Et donc ça, c'est un moyen qui permet d'assurer au niveau de l'opération de vote ce secret ou bien de ce qu'on appelle l'anonymat. Donc, ce qui est vrai dans la réalité. Donc, quand vous avez une urne de vote, quand vous allez faire le dépouillement, vous trouvez des enveloppes, vous allez ouvrir les enveloppes et tirer les votes, vous ne pouvez jamais dire que cette enveloppe, c'est telle personne ou telle personne. Ce que vous pouvez dire, c'est cette enveloppe, c'est une personne parmi tous les gens qui ont voté. Mais vous ne pouvez jamais savoir quelle est cette personne qui a voté. C'est un peu la même chose ici qui est réalisée grâce à cette technique qu'on appelle la technique de mixnet. Donc, ce qui permet de rompre la liaison et rompre la traçabilité pour dire qui a voté, parce que dans les messages électroniques, vous savez que tous les messages, vous avez des en-têtes, et dans les en-têtes, vous avez l'adresse IP.
Donc, cette adresse IP qui permet de remonter la source du message. Et donc là, ce qu'on fait, on va dire, on est en train de casser cette source de message grâce à la génération de nouveaux messages produits par les différents serveurs du Mixnet. Donc, alors ici, dans ce système, on va dire, dans n'importe quel système, vous savez qu'il y a des acteurs, ce qu'on appelle les acteurs du système, et ces acteurs du système vont participer à réaliser l'opération de vote. Donc, ces différents acteurs, donc, tel que vous le voyez à travers la figure, vous avez un votant ou un électeur, vous avez un administrateur. Donc, l'administrateur, c'est quoi? C'est un peu la partie qui va vérifier est-ce que quelqu'un a le droit au vote ou pas. Donc, c'est lui qui va gérer un fichier de vote pour dire qui sont autorisés à voter ou pas. Vous avez aussi le commissaire du vote. Donc, le commissaire de vote, ça, je dirais, sa vocation, c'est quoi? C'est de valider des votes. Donc, à chaque fois que quelqu'un il a le droit de voter, donc il peut valider son vote et il le laisse continuer son parcours. Et comme il peut être là comme étant un garde-fou qui permet de dire à un moment donné, quelqu'un qui a déjà voté, donc il ne va pas lui laisser la possibilité de voter une deuxième fois. Et s'il a le droit de vote, bien entendu, il va lui signer automatiquement son vote pour le valider et donc pour être utilisé. Donc, une fois que le vote a été fait, il y a ce serveur qu'on appelle l'anonymiseur. C'est quoi? Ça veut dire c'est le serveur qui permet d'assurer l'anonymat, tel qu'on a vu par exemple tout à l'heure dans les mixnets qui permettent de réaliser cet anonymat pour éviter qu'il y ait la traçabilité entre l'électeur et le système de vote final. Le système de vote final, comme vous le voyez ici, c'est le décompteur. Le décompteur, c'est là où on arrive à, je dirais, décoder les différents messages et automatiquement avoir le résultat final de l'opération de vote une fois que l'opération de vote est terminée. Donc, comment le vote va commencer? Automatiquement, ce que vous avez le votant qui va envoyer un message contenant son choix. Alors, bien entendu, ce qu'on a vu tout à l'heure, que ce choix, il ne doit pas être en clair. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans une enveloppe et dans un truc haché, automatiquement pour l'envoyer pour validation. Alors, son interlocuteur direct, c'est quoi? C'est l'administrateur. Donc, il va contacter cet administrateur. Donc, automatiquement, cet administrateur, il va vérifier grâce au commissaire est-ce que ce token qui permet, la première des choses que vous regardez ici, on n'envoie pas l'identité du votant, on envoie le token. Pourquoi? Parce qu'on a associé des tokens pour chaque votant pour ne pas faire le lien direct entre la personne qui vote et le message qui est envoyé. Donc, le message, il est lié à un token qui permet de dire, par la suite, au niveau de la vérification, on va vérifier est-ce que ce token est valide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une génération au préalable de tokens. Donc, c'est comme si vous avez généré la liste des votants, sauf que vous avez listé la liste des votants sous forme de token. Et donc, il n'y a pas de nom associé à ces individus. Ce qui est associé, c'est des tokens. Et donc, à chaque fois que vous recevez un token, vous allez voir que ce token, est-ce qu'il figure dans la liste? Donc, il a le droit de voter. Et sinon, est-ce que ce token a été déjà utilisé? Ça veut dire que la personne a déjà voté. Et donc, c'est la vérification qui est faite à ce niveau-là. Alors, le commissaire, bien entendu, si le token il est valide, donc automatiquement,
lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va renvoyer le token secte 2. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait une liaison entre secte 1 et secte 2. Et donc, automatiquement, il va renvoyer le secte 2 parce que dans sa liste, il a l'association entre secte 1 et secte 2. Donc, il voit que secte 1 est valide, il n'a pas encore voté, et donc automatiquement, il va renvoyer le token secte 2. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer un message d'erreur disant que celui-ci n'a pas le droit de voter. Et donc, si tout va bien, donc il va renvoyer le secte 2 à l'administrateur pour lui dire que effectivement c'est bon, c'est-à-dire que l'opération va se dérouler automatiquement, elle est dans le bon sens. Alors, ensuite, c'est donc dans ces différentes opérations, c'est-à-dire il y a l'envoi, donc il y a la vérification qui se fait par le commissaire, le cas échéant, donc il va lui renvoyer le secte 2, et donc celui-là, si c'est bon, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, la valeur qui lui a été reçue au départ, il va la signer. Donc regardez ce qui se passe ici, vous avez la signature du message qui est donné ici en bas dans l'étape 4. Alors, donc automatiquement, il va lui signer le message. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu la signature en aveugle, parce qu'il a signé le message, mais il ne connaît pas quel est le contenu du message. Alors, une fois qu'il a reçu ça, donc automatiquement, le votant, ici, il a une petite opération à faire. C'est quoi? C'est une fois qu'il reçoit le secte 2 qui a été envoyé par le commissaire, ben, bien entendu, il doit vérifier est-ce que le secte 2 correspond effectivement à son secte 2 qu'il a reçu au préalable, puisqu'on avait dit au départ du vote, chaque votant reçoit les 3 tokens, secte 1, secte 2, secte 3. Donc le commissaire, quand il envoie ça vers l'administrateur et lequel renvoie ça aussi avec la signature à l'électeur, il doit vérifier est-ce que c'est le bon secte 2, c'est-à-dire s'il correspond à son token effectif. Donc automatiquement, s'il y a cette correspondance, ça veut dire qu'il va continuer l'opération de vote pour dire c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va valider je dirais, son vote en envoyant, je dirais, vers l'anonymiseur. Donc, pour ça, mettre son vote dans le système d'anonymat et pour qu'il soit comptabilisé par la suite. Alors, l'anonymiseur, quand il reçoit ça, tout simplement, il y a une seconde, je dirais, opération qui a été lancée. Donc, regardez, vous avez l'étape 6 qui est là. L'anonymiseur lui-même va contacter aussi le commissaire. Donc, à votre avis, pourquoi l'anonymiseur va contacter le commissaire? Ben, si on réfléchit un peu, on va voir qu'effectivement, il va contacter le commissaire pour une raison logique et évidente. Le votant ou l'électeur, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est engagé sur un vote qu'il a envoyé à l'administrateur qui a été vérifié par le commissaire et ensuite il est revenu, le message lui est revenu. Ben, quelqu'un, quand ce message est revenu, il peut toujours se rétracter pour dire que le vote, je vais changer le vote, je vais mettre un autre vote. Dans la pratique, quand vous votez, vous n'avez pas le droit de revenir sur votre vote. Là, la même chose va se passer de la même manière. C'est que ici, l'anonymiseur, il va vérifier est-ce que le vote qui a été envoyé ici était bel et bien le vote qui a été envoyé tout à l'heure vers l'administrateur et le commissaire. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette, je dirais, opération. Donc, l'anonymiseur, quand il reçoit, il va vérifier le secte 1 qui a été envoyé à la première période pour validation. Et donc, automatiquement, il va voir que
est-ce qu'il est le secte 1, est-ce qu'il est valable ou pas? Et donc, automatiquement, ça, ce qui permettra de confirmer le vote. Et par la suite, ça permettra de valider le vote, parce que le vote, il a été pris en charge, ensuite il est validé. Et donc ça veut dire qu'on a envoyé le message vers l'anonymiseur pour le mettre vers le décompteur final par la suite. Et automatiquement, cette opération-là, ça permettra de faire cette vérification et cette validation du vote. Et automatiquement, par la suite, l'anonymiseur, c'est lui qui va stocker l'ensemble des votes à ce niveau-là. Ben, vous allez me dire pourquoi il va stocker les votes au niveau de l'anonymiseur. Pour une raison qui est simple, c'est pour ne pas permettre de découvrir parce que le décompteur, qu'est-ce qu'il fait? Il décompte les voix des votes qui sont exprimés. Et vous savez que dans toutes les réglementations, vous n'avez pas le droit d'influencer les votants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un votant et qu'il y a un votant qui ont déjà voté, donc il ne faut pas divulguer le résultat des premiers votants. Donc les premiers votants, on ne doit pas les divulguer. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène social et psychologique qui fait que vous avez une influence qui est donnée implicitement aux autres qui n'ont pas encore voté. Et donc là, parce qu'il y a des gens dans le vote qui n'ont pas, je dirais, un avis, je dirais, assez tranché, et ça peut être aussi un problème de personnalité et plein je dirais, d'effets psychologiques qui font que la personne n'arrive pas à se décider elle-même. Et donc, en général, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, malheureusement, c'est de voir la tendance des votes. Donc, pour dire, tiens, si les gens ont voté pour X, tiens, moi aussi, je vais voter pour X. Et donc ça, éviter cette situation, c'est que tant que le vote n'est pas terminé, vous ne devez pas divulguer les informations. Et c'est pour cette raison-là que les voix sont stockées au niveau de l'anonymiseur jusqu'à la fin de l'opération. Donc, une fois que vous avez la fin de l'opération, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que l'anonymiseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser les différentes opérations telles qu'on l'a vu tout à l'heure avec les mixnet, ce qui permettra de faire les différentes opérations de déchiffrement, et donc il pourra donner effectivement les résultats des messages de vote. Alors, au niveau des messages de vote qui sont donnés, en général, chaque message de vote qui est donné, c'est-à-dire le M, qui est le choix, il est associé avec le token SEC3. Donc le SEC3 qui est envoyé par l'électeur au niveau de l'anonymiseur, et ensuite, une fois que c'est déchiffré, c'est le message M associé, concaténé au token 3, est envoyé aussi pour le décompte final. Et donc ça, c'est ce qui permettra d'illustrer je dirais, l'opération de vote du début jusqu'à la fin. Alors, bien entendu, toutes les opérations qui se font au niveau des différents échanges de serveurs se font grâce à des mécanismes de chiffrement. Pourquoi? Parce que ça permettra de garder la confidentialité. Vous voyez que vous avez aussi des serveurs qui communiquent entre eux. Donc, vous prenez l'administrateur, le commissaire, l'anonymiseur, le décompteur, etc. Donc, tous ces serveurs qui communiquent entre eux, en général, ils communiquent aussi d'une manière chiffrée. Alors, en général, pour accélérer la procédure de vote et le processus de vote, donc ce qui est utilisé, en général, on utilise le mécanisme de clés de session, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles d'échange de clés de session qui se font entre les différents partenaires. Et donc, on génère périodiquement des clés de session
Pourquoi? Pour aller vite avec les chiffrements symétriques. Et on voit que toute l'information qui est échangée, c'est une information qui est chiffrée et donc inintelligible par les membres externes. Et par la suite, le décompteur qui va recevoir, donc là c'est le résumé global de l'opération, donc à travers toutes les opérations. Donc on a 9 étapes. Vous avez à la dernière étape, donc l'anonymiseur qui met fin à la session, c'est-à-dire que quand on décide que le vote se termine à 19 h, donc automatiquement, tous les autres serveurs vont s'arrêter, c'est-à-dire l'administrateur et le commissaire. Et bien entendu, l'anonymiseur, lui, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va faire le déchiffrement et il va envoyer l'ensemble des informations au décompteur final qui permet de décompter les différentes voix qui ont été émises. Alors, dans ce système de vote, donc on voit que le vote d'un utilisateur, il est valide. Il est compté uniquement si le vote il a été signé par l'administrateur, ça veut dire qu'il a été validé. Et donc là, ça veut dire que on peut préserver la condition de tout à l'heure. Rappelez-vous, on dit que même les composants qui sont dans le système de vote ne peuvent pas introduire des bulletins supplémentaires. Ça veut dire que celui qui gère l'anonymiseur ou bien le décompteur final, il ne peut pas s'amuser à rajouter des bulletins de vote supplémentaires. Pourquoi? Parce que le bulletin de vote, il faudrait qu'il soit préalablement signé par l'administrateur. Et donc, autre chose aussi, il faudrait que le vote soit accompagné de SEC3. Rappelez-vous, le SEC3, il est fait quand? C'est quand l'électeur il reçoit son message de choix de vote qui est signé, il l'envoie vers l'anonymiseur, il l'envoie accompagné de SEC3. Donc le SEC3, il est au niveau de, je dirais, de l'électeur. Et donc, ça a deux, je dirais, on peut le voir de deux manières. C'est utile dans le sens où ça permettra de valider uniquement et de compter uniquement les voix valides, donc dans le processus de vote. Et là aussi, vous avez dans le vote final, quand on va avoir les différents résultats, et on peut afficher tous les résultats. Donc chaque résultat de vote, ce que vous avez à côté, vous avez le SEC3. Donc si chaque opération de vote, vous avez le SEC3, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une manière anonyme, quelqu'un, l'électeur, il peut toujours chercher dans la liste des résultats de vote que son vote a été bel et bien pris en charge. Pourquoi? Parce qu'il peut l'identifier grâce à SEC3. Donc il va voir quel est le choix qui a été fait et qui est associé à SEC3. Et donc là, ça lui permettra effectivement de vérifier que son choix a été respecté et il a été pris en charge. Il peut toujours déposer plainte ou avoir recours à l'instance pour lui dire, tiens, votre système, il a été trituré. Pourquoi? Parce que le vote tel que j'ai voté moi, ce n'est pas le vote par rapport à, je dirais, à la voix qui a été exprimée à la fin. Et donc ça, c'est le moyen, s'il y a une manipulation des votes, on peut toujours réclamer que le vote n'a pas été pris en charge. Bien entendu, si quelqu'un fait une fausse réclamation, on peut toujours s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que vous avez les messages qui ont été envoyés de part et d'autre, et donc il y a une traçabilité. On peut voir que l'engagement tel qu'il a été fait par l'électeur a été bel et bien pris en charge automatiquement à la fin du parcours. Et ça, ce qui vous donne un système de vote où on peut assurer l'ensemble des exigences du système à travers avoir une certaine, je dirais, intimité du vote et garder ce vote secret. Deuxième aspect, vous avez du vote électronique, qui est une opération, je dirais, qui est conforme à la vie moderne, à partir de votre laptop ou bien à partir de votre smartphone. Vous pouvez accéder à l'opération, vous pouvez faire toute l'opération de vote et vous avez l'opération de vote qui se fait de bout en bout. Vous avez un mécanisme de décompteur
qui fait le décompte final, comme c'est quelque chose du numérique qui va très très vite, donc pour arriver à avoir un système de vote assez crédible. Pourquoi? Parce qu'il est vérifiable et parce il donne je dirais, il donne des résultats quasiment instantanés. Dès que l'opération de vote je dirais, a terminé, automatiquement, le résultat, il s'ensuit par la suite. Et donc ça va enlever un peu cet handicap psychologique qui existe chez l'être humain, parce que chez l'être humain, plus on s'attarde, plus il y a le doute qui s'installe dans l'esprit de l'être humain. D'ailleurs, si je prends un peu l'exemple des étudiants eux-mêmes, souvent, ça c'est une réflexion des étudiants qui consiste à dire plus l'enseignant il tarde à donner les notes des copies, ils vont dire que tiens, cet enseignant ne corrige pas les copies. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, ça leur donne ce souci-là pour dire que effectivement l'individu ne corrige pas les copies et par la suite il commence à donner des notes aléatoires. C'est un peu le même phénomène qui se passe au niveau du vote. Plus vous tardez à donner le résultat du vote, les gens vont avoir, je dirais, ce souci psychologique qui consiste à dire, tiens, visiblement le vote, il est manipulé, etc. On est en train de produire des votes complètement différents par rapport au vote réel, etc. Et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps à réaliser. Sans compter qu'il y a un autre phénomène maintenant qui devient une exigence. Pourquoi? Parce que si vous prenez la population, plus le nombre de populations qui augmente, plus vous êtes obligé de passer par le vote électronique. Pourquoi? Parce que d'un point de vue financier, ça coûte énormément cher. Donc, vous imaginez, par exemple, maintenant, si je prends la Chine, ou je prends l'Inde, ou le Brésil, le Brésil qui a, je crois, aux alentours de 120 millions d'électeurs. Donc, si vous prenez l'Inde, qui a presque 1 milliard de citoyens, si je prends la proportion, c'est aux alentours de 700-800 millions de lecteurs qui peuvent être potentiels. Vous imaginez si on fait l'opération d'une manière classique. Vous allez avoir des tonnes de papiers qui sont utilisés, vous allez avoir des millions de personnes qui vont être mobilisées, et donc le coût du vote devient un coût extrêmement important. Sans compter que vous avez 700 millions d'électeurs, alors allez-y pour faire le décomptage des voix. Ça veut dire que quand vous allez faire un vote, vous allez attendre 1 mois ou 2 mois pour avoir les résultats. Donc, chose qui n'est pas crédible d'un point de vue, je dirais, de vie moderne. Et donc, automatiquement, de plus en plus, le vote électronique s'impose comme, je dirais, une alternative réelle qui doit être prise en charge à travers tous les pays pour avoir plus de crédibilité et avoir moins de coûts, surtout sur le côté, je dirais, financier. En attendant, on souhaiterait avoir un jour le vote électronique en Algérie. Et j'espère que parmi vous, il y aurait des pionniers qui permettent de réaliser cette opération qui est tant attendue par beaucoup de citoyens et qui permet de faciliter la vie aux citoyens et avoir une vie moderne, y compris dans le choix démocratique des responsables à l'échelle régionale ou nationale. Ainsi se termine le chapitre, ainsi que le cours d'une manière générale. Donc, le cours de cryptographie est arrivé à sa fin. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours me contacter via mon email. Donc, au revoir.